Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va poursuivre notre tour du monde, ou plutôt, on va même commencer notre tour du monde des peuples noirs à travers tous les continents, prouvant bel et bien que les Noirs sont le peuple originel et que ils sont aussi le peuple le plus diversifié au monde. Et c'est soit on croit au peuple originel, ou soit on croit à l'évolutionnisme, ou bien aux théories du genre qu'il existe plusieurs humanités. C'est-à-dire, comme racontent certains mouvements qui prétendent que des anges de différentes couleurs ont créé les peuples de différentes couleurs, ce qui est bien évidemment apporté sans aucune preuve concrète, tout comme la théorie de l'évolution elle-même. Et on attend toujours les preuves et on risque d'attendre longtemps. La dernière fois, on a parlé des Incas, même si ce n'était pas la civilisation en tant que telle, c'était plutôt pour analyser un tableau. Néanmoins, on va rester sur le continent américain. Et on va commencer donc ce tour du monde avec la civilisation qui est connue comme la plus ancienne d'Amérique à avoir bâti des villes, des cités, etc. Il s'agit de la civilisation Olmec. On reparlera des Incas si Dieu le veut. Et bien que, comme on l'a déjà vu, tous les Noirs n'ont pas les traits dits négroïdes. Et même loin de là, la plupart n'ont pas les traits négroïdes. Cependant, lorsque l'on découvre des statues ou des monuments aux traits négroïdes à travers le monde, la plupart des gens s'accordent à reconnaître qu'il s'agit d'une civilisation noire. C'est pourquoi, lors de la découverte par hasard de la toute première tête Olmec, l'archéologue José María Melgar y Serrano a dit « Ce qui m'a le plus étonné, c'est le type éthiopien qu'elle représente. J'ai pensé qu'il y avait eu sans doute des Noirs dans ce pays, et cela aux premiers âges du monde. J'ai pensé qu'il y avait eu sans doute des Noirs dans ce pays, et cela aux premiers âges du monde. » Donc, peuple originel. Et c'est de Jacques Soustelle dans son livre Les Olmecs. Donc, il cite cet archéologue. Et pour le comprendre, en fait, donc sa réaction face à cette tête, il suffit tout simplement d'en regarder une de ces statues, au trait plus large même que la plupart des Africains subsahariens. Et ce qui est intéressant aussi est que Wikipédia nous dit que l'archéologue Franz Blom et l'ethnologue Olivier Lafarge ont découvert une deuxième tête d'Olmec en 1925, c'est-à-dire plus de 60 ans après la première. Alors qu'ils exploraient donc des sites où vivait la civilisation Maya, ce qui a fait en fait penser par erreur à ces deux chercheurs que cette tête Olmec était une tête de la civilisation Maya, parce qu'on ne connaissait pas encore assez bien les Olmecs. Et ce qui nous amène, nous, à nous dire que ils ont implicitement reconnu que les Mayas étaient noirs, vu le fait flagrant des visages négroïdes que eux, ces chercheurs, ont l'habitude d'attribuer aux Noirs, et ils l'ont attribué aux Mayas, donc ils ont reconnu que les Mayas étaient noirs. Mais de toute façon, ça on va y revenir, puisque la deuxième partie de cette vidéo concerne les Mayas justement. Et on a longtemps débattu pour savoir qui des Olmecs ou des Mayas avait la plus ancienne civilisation, même si aujourd'hui il ne fait plus aucun doute que les Olmecs sont de loin plus anciens que les Mayas. Ce qui forcément nous amène à dire que puisque la plus ancienne civilisation, les Olmecs, étant incontestablement noirs au vu de la plupart des chercheurs, les Noirs sont le peuple originel du continent américain. Aussi, la stèle de Cascajal laisse entendre que les Olmecs avaient leur propre écriture, même si, pour en savoir plus, il faudra encore plus de découvertes. Une chose importante qu'il faut souligner, c'est que pour beaucoup de chercheurs, la civilisation Olmec était une théocratie, donc ce qui veut dire que l'État et la religion étaient unis. Il n'y avait pas de laïcité comme on voit souvent aujourd'hui. Le peuple originel a toujours transcrit sa spiritualité sous forme de religion d'État pour diriger leur pays. Et sans cette vision du monde, le peuple originel a toujours été perdant, et ce même en temps de paix. Les Olmecs construisaient des pyramides en terre battue, comme par exemple celle de la Venta que vous pouvez voir à l'écran,
Et certaines de ces pyramides mesurent plus de 2 km de long. On peut se demander à quoi ça servait, mais c'était des monuments monumentaux. Et ils avaient bâti des villes dont on affirme même qu'ils sont les fondateurs de la fameuse cité de Monte Alban, parce que en observant le style et les gravures, donc on a reconnu la marque des Olmecs, et cette cité va donc être léguée à la civilisation qu'on appelle Épi-Olmec. On ne sait pas trop pourquoi on les sépare des Olmecs. Peut-être que ce sont toujours des Olmecs qui ont simplement changé de modèle civilisationnel. Et toujours est-il que cette cité est appelée cité de la civilisation Épi-Olmec. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est un chef-d'œuvre. Les Olmecs, qui étaient un peuple situé dans l'actuel Mexique, particulièrement dans la région du Veracruz, sont encore mal connus de nos jours. Et ce que l'on connaît le mieux, donc, ce sont ces fameuses têtes colossales qui peuvent dépasser les 3 mètres de haut et les 2 mètres de large. Et ce qui est dommage, c'est que ces immenses têtes de pierre portent toujours un casque, car on aurait aimé voir en fait le type de cheveux qu'avaient ces gens-là, bien que, comme on le sait, même s'ils avaient des cheveux crépus ou non, un noir peut avoir des cheveux lisses, par exemple comme les Incas, les Dravidiens en Inde, etc. Mais ça aurait été intéressant de connaître la texture des cheveux des Olmecs, tellement on a l'habitude de voir ces traits très prononcés, dits négroïdes entre guillemets. Mais parmi les Olmecs, il devait certainement y en avoir avec des cheveux crépus, comme l'attestent en fait les statues qu'on a retrouvées dans l'état du Veracruz au Mexique. Et d'ailleurs, c'est dans cet état, comme on a dit, que se concentrent en fait la plupart des sites Olmecs. Et ces statues ne sont pas forcément de l'époque Olmec en tant que telle, mais ça peut être par exemple des épis Olmecs qui les ont succédés. Mais ces anciennes statues montrent qu'il y avait bel et bien des noirs avec des cheveux crépus. Or, Wikipédia affirme que les traits physiques des têtes Olmecs correspondent encore aux peuples qui vivent actuellement dans l'état du Veracruz et Tabasco. Et du coup, donc, j'ai cherché à savoir sur Google en tapant peuple du Veracruz, et je suis tombé sur plusieurs images dont des hommes blancs ou amérindiens à peau claire, dont aucun n'avait réellement les traits prononcés de ces statues Olmecs. Par contre, il y a aussi d'autres images qui apparaissent d'hommes et de femmes noirs aux traits beaucoup plus proches des Olmecs. Et souvent on indique qu'il s'agit d'Afro-Mexicains. Or, dès lors qu'on a des statues où il semble clairement que dans ces régions certains étaient noirs très prononcés avec des cheveux crépus, sans parler des traits, des casques ou des têtes d'Olmecs en tant que tels, eh bien, comment peut-on s'étonner de voir des noirs aux cheveux crépus en disant directement ce sont des Afro-Américains? Or, il est fort probable que ces gens-là sont peut-être même les descendants des Olmecs, que eux-mêmes, à force d'être appelés Afro-Américains, hélas, ils l'ignorent. Et c'est pas le système raciste satanique qui va leur faire savoir. Mais dans tous les cas, lorsque l'on observe donc l'art Olmec et les têtes colossales, on voit clairement qu'il y a une grande différence comparée aux images qu'on nous montre de nos jours pour représenter les Amérindiens dans les films, dans les dessins animés, dans les illustrations, etc. Où on voit que justement ces Amérindiens à peau claire, alors que les plus anciens ont la peau sombre. Et même pour beaucoup, ils ont des traits larges. Mais certains pouvaient très bien avoir des traits fins, comme on le voit aussi en Afrique, des yeux bridés, des cheveux lisses, etc. Mais tout en ayant la peau noire. Et tout à l'heure, on a dit qu'on a retrouvé des statues et objets d'art Olmec sur des sites connus pour être la propriété des Mayas. Eh bien, c'est que d'une part, les Mayas les ont succédés sur certains de ces territoires, mais d'une autre part, une partie des Mayas peuvent très bien descendre des Olmecs.
Mais une chose est certaine, c'est que ces deux peuples étaient des peuples noirs. Ainsi, on va justement passer à la civilisation maya, qui était aussi située dans une partie de l'actuel Mexique, mais également à Belize, au Honduras, au Guatemala et au Salvador. Les Mayas, tout comme les Incas et les Aztèques, nous ont laissé en fait de magnifiques cités que nous pouvons encore admirer de nos jours, comme vous voyez à l'écran. Ils sont aussi bien connus pour leur fameux calendrier, dont certains pensaient que le 21 décembre 2012, puisque signifiant la fin d'un cycle, pouvait faire référence à la fin du monde, alors qu'en réalité, les calendriers des Mayas est beaucoup plus complexe et dépasse largement l'année 2012. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les Mayas étaient noirs, comme en témoignent les innombrables fresques et les peintures qu'ils nous ont laissées. Et bien qu'il est vrai que les peintures ne représentent pas toujours fidèlement un peuple, mais on peut se poser la question, comment expliquer le fait que on représente quasi systématiquement les Mayas comme ceci. Donc, c'est-à-dire avec une peau basanée ou souvent claire, et sans parler bien sûr des représentations au cinéma, etc., où ce sont parfois même des hommes blancs qui jouent leur rôle, alors que les Mayas eux-mêmes se représentaient systématiquement comme ceci, c'est-à-dire des hommes avec un teint brun foncé ou noir. Donc, on voit que là déjà il y a un petit problème. Ainsi, le fait de blanchir ou bien de les éclaircir la peau montre clairement qu'il y a une volonté de cacher ou bien d'occulter la noirceur originelle de ce peuple, dont la brillante civilisation et les représentations ressemblent beaucoup à l'Égypte antique en ce qui concerne la forme. Par exemple, les Mayas construisaient des pyramides, mais surtout, ils avaient une écriture, des archives, ils étaient forts en médecine, en astronomie, etc. Et on nous dit que les Espagnols ont pris le soin de détruire en brûlant tous leurs ouvrages, soi-disant, pour effacer toute trace de rites païens, etc. Alors que ces textes conservaient les connaissances de l'histoire, de la science et de la civilisation des Mayas. Et à notre avis, on a probablement plutôt transporté un bon nombre de ces ouvrages en Europe pour les étudier secrètement et en même temps pour en priver le peuple maya de ses précieuses connaissances, car il reste beaucoup de monuments avec des images de rites païens, etc., sans parler des temples et des différents objets conservés dans les musées à travers le monde. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas détruit tout cela? C'est un peu comme les masques africains. On disait que c'était de la sorcellerie, mais ensuite on les retrouvait dans les musées en Europe, où on les revendait parfois même à prix d'or. Et ils viennent te dire que c'est du paganisme qu'il faut jeter, abandonner, etc. Donc, ils ont brûlé les écrits des Mayas. Mais toujours est-il que on peut encore admirer ces peintures montrant des scènes de la vie et de l'histoire des Mayas, qu'on peut retrouver notamment dans les murs des temples comme celui de Bonampak. Et aussi, quelques écrits ont subsisté, mais très rares, et il faudrait peut-être en découvrir de nouvelles écritures. Mais il nous reste tout de même ces images. Et sur cette photo, on voit l'intérieur d'un de ces temples avec des dessins d'hommes noirs ayant des couleurs sans aucun rapport avec les images qu'on cherche à nous mettre en avant, les fausses images des Amérindiens anciens, Mayas, etc. Aussi, on nous dit que les rois mayas étaient un peu comme les pharaons, c'est-à-dire que c'était des rois prêtres. Et ces rois, ainsi que les chefs mayas, sont souvent représentés avec une peau de jaguar. Le jaguar, c'est un animal qui ressemble beaucoup au léopard, mais qui est un peu plus grand, plus massif, tout ça. Et on sait que depuis l'Antiquité, les rois et les chefs africains étaient représentés avec une peau de léopard qui symbolisait le pouvoir et l'autorité dont ils étaient investis, mais aussi qui montrait qu'ils étaient de puissants et braves guerriers.
Ici, on a une image de Memnon, donc qui est le roi des Éthiopiens dans la mythologie grecque. Il est venu secourir son oncle Priam, le roi de Troie, face aux Grecs qui étaient venus assiéger Troie. Memnon était le seul homme de force égale à Achille dans le récit de la guerre de Troie. Or, on connaît tous le film Troie joué par Brad Pitt qui est un acteur blanc, alors que Achille, tout comme Memnon, sont toujours quasiment représentés en homme noir dans les vases de la Grèce antique, ces vases qui ont plus de 2500 ans pour beaucoup. Et on le voit ici, Memnon, donc avec une peau de léopard, avec la tête de l'animal même sur son casque. Il est en train de massacrer des soldats grecs pendant la bataille de Troie. Mais Memnon n'était pas le seul homme noir de la Grèce antique à porter la peau de léopard, c'est aussi le cas de Hercule. Et oui, on a l'habitude de voir des Hercules blancs, mais Hercule aussi était un noir, était un Africain, on en reparlera si Dieu veut. Mais lui aussi portait donc tantôt une peau de lion et tantôt une peau de léopard. Et on le voit ici, clairement avec la peau de léopard. D'ailleurs, c'est dans la plupart qu'il a la peau de léopard, dans ces différents travaux qu'on appelle les 12 travaux d'Hercule. On le voit ici en train de combattre l'hydre de Lerne, donc ce monstre avec plusieurs têtes. On le voit chasser une biche, combattre les Libyens, chasser les oiseaux d'un lac, capturer un sanglier, etc., etc. Et il a sa peau de léopard bien avec lui, symbolisant que c'est un brave guerrier et que quand vous voyez quelqu'un qui porte une peau de léopard, vaut mieux changer de chemin. Dans l'Égypte antique aussi, on peut voir cette image de la tombe du pharaon Toutankhamon, où il est en peau de léopard. D'autres disent que c'est son successeur, le pharaon Haï, mais dans tous les cas, vous voyez que dans l'Égypte antique, la peau de léopard était aussi le même symbole que on voit toujours aujourd'hui en Afrique. Il y a aussi le célèbre pharaon nubien Taharqa, qui a régné sur un vaste empire, y compris sur l'Égypte, et il a même été mentionné dans la Bible. On le reconnaît facilement, lui et ses successeurs et prédécesseurs, par les serpents, les doubles serpents qu'ils ont sur le front, qui symbolisent qu'ils sont le pharaon de la Nubie et le pharaon d'Égypte, puisque les pharaons d'Égypte portaient toujours ce serpent que les Grecs appellent Urus sur leur front. Et Taharqa en avait deux, car il était un double pharaon. Et bien évidemment, on le voit lui aussi avec la peau de léopard dans plusieurs représentations. Et même à notre époque, les rois et chefs africains conservent ce symbole d'autorité, comme on le voit ici avec Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, et le roi Zulu, ou encore on a ce chef de l'ethnie Kuba au Congo, qui est assis sur un trône en peau de léopard. Mais ce symbole a été aussi récupéré ou utilisé par des politiciens, notamment ceux du Congo, toujours, dont Lumumba, qui est connu et qu'on peut voir ici à l'écran. Ainsi, donc, cette tradition avait son équivalent chez les peuples mayas avec le jaguar, qui est un animal, comme on a dit, qui ressemble au léopard. Et il se trouve que le jaguar est en fait un symbole commun et prédominant dans les grandes civilisations anciennes de l'Amérique, comme les Olmecs, les Incas, les Aztèques, etc., dont on reparlera une autre fois si Dieu veut. Aussi, ces peintures mayas, tout comme les vestiges de leur civilisation, témoignent de la richesse matérielle et culturelle de ce peuple, qui se représente lui-même d'ailleurs souvent comme un peuple de gens non seulement à peau foncée, mais étant aussi des hommes un peu gros ou ronds, d'embonpoint. Et c'est le cas aussi de leurs épouses, comme vous pouvez le voir sur cette image où elles sont habillées tout en blanc. Donc, c'était un signe peut-être identitaire pour montrer voilà, que c'était un peuple robuste qui mangeait bien, qui ne manquait de rien, etc. Donc, ça traduit au moins que c'était un peuple qui ne manquait pas de nourriture. Mais il existe aussi des images
comme celle-ci où on les voit plutôt en hommes minces avec des cheveux beaucoup plus frisés que les Incas par exemple, voire des cheveux presque crépus. Et les Mayas ont presque toujours quelque chose sur la tête qui masque en fait leurs cheveux, un peu comme les têtes des Olmecs, mais on peut voir que certains ont de longs cheveux tressés qui dépassent ou qui ressemblent à des dreadlocks. On le voit aussi sur cette statue qui est tressée de l'art maya, où on peut reconnaître qu'ils ont souvent le nez un peu long, ou plutôt c'est l'impression qu'on a, car pour beaucoup leur visage penche vers l'avant en descendant depuis le haut du front jusqu'au nez, puis ça retourne vers l'arrière en descendant de la bouche au menton. Donc ça c'est un trait qu'on retrouve beaucoup dans les images des Mayas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On a certains qui ont des nez plus larges, des cheveux plus courts, plus lisses, etc. Donc ils sont même diversifiés au sein des peuples mayas. Par contre, dans les fausses représentations, même les cheveux tressés là, ou qui ressemblent presque à des dreadlocks, sont représentés presque comme des plumes, comme si ce n'était pas leurs vrais cheveux ou quoi. Et en tout cas, cela n'a pas grand chose à voir avec les peintures de représentants qui représentaient les Mayas eux-mêmes. Et pour terminer, un dernier mot donc sur cette brillante civilisation du peuple originel, c'est que les Mayas avaient de grandes connaissances scientifiques, notamment en termes mathématiques et en astronomie, au point que leur calendrier solaire était d'une précision incroyable. Et à ce propos, voici ce que nous dit Wikipédia. Les prêtres et astronomes mayas ont estimé de façon très pointue la durée de l'année solaire, bien que dans la vie courante ils utilisaient une année de 365 jours. Par exemple, le calendrier grégorien déterminait l'année solaire à 365 jours, 2425. Le calendrier maya à 365 jours, 2420. Et l'astronomie moderne 365 jours, 2422. Et on nous dit il faudra attendre le 19e siècle pour que les progrès techniques puissent affiner cette évaluation. Leurs analyses astronomiques étaient extrêmement précises, leurs études du mouvement de la Lune et des planètes étaient remarquables. Et donc, ces gens-là avaient un système mathématique poussé qui leur permettait de faire des calculs très précis. Enfin bref, on comprend vite pourquoi, pour le système raciste, on ne peut en aucun cas tolérer de trop représenter les Mayas comme des hommes noirs. Pourtant, tout porte à croire que ils font partie du peuple originel. D'ailleurs, qu'y a-t-il de surprenant puisqu'ils vivaient sur la même terre que les Olmecs, qui sont la plus ancienne civilisation de la région, dont les traits dits négroïdes font qu'on admet plus facilement leur noirceur, mais que même les scientifiques de la fausse théorie de l'évolution confirment que le plus ancien homme d'Amérique était noir. On le surnomme Luzia, dont le squelette a été découvert au Brésil et, selon leur datation, il aurait plus de 10 000 ans. Donc, selon ces scientifiques de la pseudo-science évolutionniste. D'ailleurs, vous pouvez voir une reconstitution à l'écran. Vous voyez bien qu'il s'agit d'un homme noir avec des cheveux crépus en Amérique. Vous pouvez aller vérifier. Mais puisque, pour ces évolutionnistes-là, l'homme noir est l'homme le plus primitif et sauvage qui a ensuite dû évoluer doucement en devenant plus clair pour devenir l'homme blanc, donc l'homme le plus évolué. Et c'est à ce moment-là, en évoluant, qu'il a pu bâtir des civilisations, mais il n'était plus noir. C'est ainsi pour dire que les noirs ne sont pas capables de ces prouesses, de construire des civilisations et des cités, d'avoir des monuments, des œuvres d'art, de la science, des connaissances, la philosophie, etc.
selon donc cette religion raciste satanique de l'évolution. C'est une religion, ce n'est pas une science, c'est une croyance. Pourtant, dans cette série, on voit comme les anciennes civilisations démontrent le contraire de ce que ce système racisme veut faire croire. Et ces civilisations confirment bel et bien que l'homme noir est l'homme originel, et ce, sur tous les continents où il a bâti de brillantes civilisations. Et comme on va le voir si Dieu veut. Ainsi donc, beaucoup de Noirs en Amérique sont très certainement des autochtones, mais on les fait passer pour des descendants d'esclaves africains. Et d'ailleurs, on reparlera, si Dieu veut, des relations économiques et culturelles qui auraient existé donc entre l'Afrique et l'Amérique. Mais en attendant, selon le chercheur et professeur Leo Wiener de l'université d'Harvard, qui est la plus prestigieuse université au monde et aux États-Unis, dans son livre intitulé L'Afrique et la découverte de l'Amérique, il nous fait savoir que lors de son 3e voyage, Christophe Colomb a écrit dans son journal en disant que avant son départ de l'Europe vers l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire l'actuelle Haïti et la République dominicaine, Don Juan, le roi du Portugal, lui avait fait savoir que des bateaux étaient venus de la côte guinéenne, donc en Afrique, plus précisément à l'époque c'était l'Empire du Mali, avec des marchandises destinées aux îles de l'Ouest, c'est-à-dire les îles des Caraïbes. Donc Christophe Colomb a décidé de d'abord aller en Guinée sur son chemin vers les Caraïbes pour vérifier non seulement les propos du roi portugais, mais aussi ce que les Amérindiens d'Hispaniola, donc d'Haïti et la République dominicaine, lui avaient dit, donc à savoir qu'un peuple noir venu du sud ou du sud-est venait apporter des pointes de lance fait avec un métal qui s'appelait, qu'ils appellent guanine, et qu'ils avaient envoyé au roi et à la reine pour les évaluer. Et on a constaté que une partie était en or, une autre partie en argent et une autre partie encore était en cuivre. Et il n'y a pas de doute sur le fait que Christophe Colomb savait que le guani vient de Guinée et qu'il y a eu des commerçants ou des voyageurs qui étaient venus à Hispaniola avant Christophe Colomb, avant lui. Et ceci confirme, termine la citation du livre, ceci confirme la dérivation de canoa, guani, mot originaire du mandé pour désigner l'or. Fin de citation. Donc, de Leo Wiener dans son livre L'Afrique et la découverte de l'Amérique. Et il faut préciser ici que lorsque Christophe Colomb dit que les Amérindiens lui ont dit que des Noirs venaient donc apporter ces lances en or, ces pointes de lance en or, ça ne veut pas dire que les Amérindiens n'étaient pas noirs, ça veut tout simplement dire que les Européens, comme Christophe Colomb, qui avaient l'habitude d'aller vers l'Amérique, ou qui allaient vers l'Amérique, pensaient qu'ils étaient les premiers à connaître cet endroit-là. Et donc, si ils avaient dit, par exemple, on a vu, parce que les Espagnols, les Portugais commençaient à envoyer du monde vers ce nouveau continent qu'ils avaient découvert, et ils s'attendaient à ce que ce soit que des Blancs qui arrivent. Et là, les Amérindiens leur disent non, il y a aussi des Noirs qui viennent, mais c'est pour faire du commerce. Donc, il apparaît fort probable que les Maliens allaient en Amérique bien avant les Occidentaux et y pratiquaient un commerce honnête et équitable, sans parler d'autres types d'échanges. Et en introduction de son livre, l'auteur nous dit qu'il était jusqu'alors convaincu que la patate douce, l'igname, le manioc, le tabac, l'arachide, etc., que tout ça venait de l'Amérique et que cela a été introduit par les Européens en Afrique et dans le reste du monde. Mais que lorsque on étudie le sens des mots, on comprend vite que l'Afrique a apporté bien plus à l'Amérique qu'on croit, ou même que je dirais qu'on veut bien l'admettre. Et il dit aussi donc que les récits de Christophe Colomb ont été un peu modifiés donc par rapport au grand public, puisque aujourd'hui
on tend à ignorer ces faits-là. On reviendra certainement sur ce livre très intéressant. Mais on termine cette vidéo par dire que tant que nous-mêmes, déjà, on ne va pas étudier toutes ces questions et que cela ne sera pas introduit dans les manuels scolaires à cause de l'éducation coloniale qui nous a été imposée et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, on aura beau découvrir ces choses-là, la masse du peuple et les générations suivantes vont devoir redécouvrir sans cesse encore et encore ce genre de choses, ce genre d'informations, alors que par exemple, ce livre date de 1925, donc nos parents n'étaient pas nés, nos grands-parents n'étaient pas nés. Mais combien d'entre nous sont nés sachant toutes ces informations-là? Aujourd'hui, on dit encore et toujours que le manioc vient d'Amérique, bien que massivement consommé en Afrique. Donc, pour trancher sur tous ces sujets-là, c'est à nous de faire nos propres recherches et en tirer nos propres conclusion. Ainsi, il n'y aura plus personne qui apprendra un beau jour en grandissant que les Égyptiens étaient une civilisation noire parce qu'à force de regarder les films, etc., ils voient que des blancs. Ainsi, donc tout ça doit être introduit directement dans le système d'éducation du peuple originel, directement dans les pays, afin que les enfants puissent bâtir de véritables civilisations. Parce que, comme disait Malcolm X, quand on pense que son histoire commence avec la colonisation et l'esclavage, eh bien on pense comme un homme colonisé ou bien comme un esclave. Mais lorsque on pense que son histoire commence avec l'aube des temps, avec les grandes civilisations, eh bien forcément on s'en montre digne. On commence à bâtir, on commence à construire, on ne tolère plus de vivre dans la misère. Ainsi, tout cela, comme on l'a déjà dit de toute façon, c'était prédit, ça a été prophétisé. Il y a eu une chute pour que il y ait la renaissance, la résurrection du peuple originel. Mais pour cela, il faut revenir au Créateur, à la spiritualité. Paix, vie, force et 100 ans, salutations.